Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vient un petit peu bouleverser le rythme de mes exposés sur des personnages ou des thématiques des siècles passés en ésotérisme et puis également en spiritualité parce que vous avez été très nombreux à m'interpeller et à me demander d'intervenir sur la restauration de Notre-Dame de Paris. Alors beaucoup s'inquiètent en me disant vous avez vu il y a des symboles diaboliques et encore je suis poli, c'est extrêmement sulfureux, les francs-maçons ont dispersé partout leurs symboles, ça va vibrer bas, ils occupent la place, tous ces symboles sont néfastes, presque nous allons tous mourir. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Et puis ça m'a mis un petit peu en colère de voir que ce genre d'idée, eh bien, est également colporté par des personnes censées être quand même cultivées et intelligente. Et là, si vous voulez, je vais devoir, à travers cette vidéo, cette fois-ci, non pas remettre l'église au milieu du village, mais, et pourtant mes bras ne sont peut-être pas suffisamment musclés, remettre la cathédrale au centre de l'île de la Cité, parce que, eh bien, ce sont véritablement des âneries. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous dire pour cibler les choses. Alors, déjà, beaucoup d'entre vous ont pointé du doigt une obédience maçonnique qui s'appelle le Grand Orient de France. Alors, il est notoire que ça a toujours été, cette obédience, la caisse de résonance du pouvoir actuel, et principalement de la gauche, pour ne pas les nommer. Ce, depuis Mitterrand, donc c'est absolument pas surprenant qu'ils viennent faire un discours sur le parvis de Notre-Dame, et puis se gargariser, etc., parce qu'ils revendiquent par ailleurs, eh bien, un héritage, bon, symbolique, je vais d'ailleurs vous en parler, mais ça n'a rien de surprenant. Donc, si vous voulez, je vous rappelle également que lorsqu'il y avait, vous savez, le petit vaccin, pour dire les choses comme ça, vous savez, la seringue, hein, eh bien, ça a été la première obédience, évidemment, à se mobiliser pour, aux surprises, tandis que les autres sont restés discret, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, tout ça n'est pas étonnant. Mais ce que j'aimerais vous dire maintenant, quand j'entends, vous savez, le fameux damier noir et blanc, oh là là, tout ça, ce sont les maçons. Alors, c'est tout à fait vrai que dans la symbolique maçonnique, comme compagnonique du reste, on retrouve ce dallage noir et blanc dans les temples, dans les cayennes pour les compagnons. C'est tout à fait vrai. Seulement, faut remettre les choses dans le bon ordre. Vous ne savez peut-être pas que les symboles maçonniques n'ont pas été créés par les maçons. Ils n'ont jamais créé aucun symbole. Ils se sont appropriés les symboles, ils ont pioché les symboles dans deux sources principales, chrétiens et judaïques, judéo-chrétiens. Donc, dans tous les décorums maçonniques, dans tout, je dirais, ce que vous voyez dans leur temple, ce que vous voyez même dans leur, ils appellent ça leur décor, ce que vous voyez dans toutes leurs, je dirais, leurs travaux, ça vient de symboles qu'ils ont pris à l'extérieur. Donc ce damage noir et blanc, dont je vais évidemment vous donner quelques détails, eh bien, ils ne l'ont pas inventé, hein, ils ont été le copier. Hein, y a un petit côté, si vous voulez, presque japonisant. Vous savez, ils prennent en photo et puis ils dupliquent. Hein, enfin, en toute amitié pour effectivement les Chinois et les Japonais, c'est pas ce que je veux dire. Mais si vous voulez, c'est ce qu'ils ont fait. Donc de dire aujourd'hui, les maçons, en réinvestissant Notre-Dame, remettent leur symbole, c'est complètement faux. Et puis c'est allé aussi vite en besogne, et là je vous invite, chers amis, eh bien, à faire vos recherches, parce que figurez-vous qu'il y a énormément d'églises romanes, alors peut-être pas des cathédrales, mais peut-être des collégiales parfois, eh bien, sous l'architecture gothique, notamment dans le Puy-de-Dôme dans la région, eh bien, il y avait pratiquement partout le même dallage. Et je dis bien partout, du commencement de l'édifice jusqu'à sa fin, pavé noir et blanc. Bon, alors je vous citerai par exemple, parce que j'en ai parlé avec une internaute de la communauté, Saint-Autremoine d'Issoire, l'église Fontvureau en Maine-et-Loire,
Mais il y a aussi l'abbaye de Vézelay, et là je ne vous parle que de la France. Donc ce dallage noir et blanc, on le retrouve partout. Je ne vois donc pas en quoi, eh bien, c'est sulfureux, c'est négatif. Alors, pour vous dire quelques mots concernant justement ce dallage. Alors, les maçons, comme du reste les compagnons, appellent cela le pavé mosaïque. Certaines écoles vous disent qu'ils appellent ça le pavé d'équerre parce qu'il sert à tracer depuis le sol des plans. Alors il faut savoir que chez les bâtisseurs, pour construire un plan, au-delà des augures et des orientations dont je ne vous parlerai pas ici, eh bien tout est calculé d'après le sol, d'après une proportion. Et cette proportion vous est donnée par ce qu'ils appellent le pavé mosaïque, qu'ils appellent également par ailleurs le carré long, parce qu'il y a effectivement dans les rapports angulaires de deux dalles, noires et blanches, le nombre d'or et son relatif, la proportion dorée, hein, racine carrée de 5 moins 1 sur 2, hein, multiplié par 12 dixièmes égale pi. Voilà, ça c'est pour vous donner, pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc encore une fois, c'est ici quelque chose lié à l'architecture, à la construction. Ça n'a strictement rien à voir avec quelque chose de négatif. Alors, il l'appelle pavé mosaïque, sachez-le, parce que c'est en lien avec Moïse et les fameuses 12 tribus d'Israël. Vous voyez, c'est bien le tronçon dont je vous parlais, judéo-chrétien, ici. Mais il faut rappeler quand même, et ça peut-être que certains maçons eux-mêmes ne le savent pas, le mot pavé vient du latin pavare, qui signifie battre la terre, mettre donc à plat les choses. Et puis mosaïque, alors il y a deux origines au mot mosaïque aussi, le latin musivum, qui est véritablement de la mosaïque, donc des petits carreaux comme ça, alors qui ont été utilisés par les bâtisseurs autour notamment des fontaines. On en voit dans certains pays, notamment l'Espagne, le Portugal, mais le sud de la France aussi. Mais il y a une origine au mot mosaïque aussi, que les maçons ne connaissent peut-être pas eux-mêmes. Eh bien c'est muséon. Alors qu'est-ce que c'est que muséon? Ça signifie lieu où viennent les muses. Alors, intéressant, hein? Donc ça veut dire que sur le sol peuvent venir des muses. Pourquoi? Pour permettre à celui qui trace les plans, donc à l'architecte, d'être inspiré par les fameuses 9 muses. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour moi les muses, on est quand même aux antipodes de l'enfer. C'est plutôt plus paradisiaque qu'autre chose. Donc ça, voilà, c'était pour vous donner quelques éléments quand même précis sur ce dallage qui, pour moi, en tout cas, n'est absolument pas négatif, absolument pas, oui, satanique. Hein. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que les maçons se sont appropriés tout un tas de symboles universels, dont celui-ci. Alors, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils se sont émus parce que, en levant les yeux en haut vers la voûte, ils ont vu eh bien, un petit ciel bleuté par endroits avec un personnage ici. Et puis, bien sûr, eh bien, ils ont été voir sur Wikipédia ou je ne sais quoi, ah, regardez les temples maçonniques, c'est pareil, il y a cette même voûte, etc. Alors, chers amis, encore une fois, hein, je vais vous donner la preuve de ce que je vous dis. En Égypte, notamment à Dendera, vous savez, justement au plafond, eh bien, il y a un zodiaque. Et si vous regardez attentivement ce zodiaque, puis il y a d'autres temples également, hein, eh bien, il y a une femme couchée, comme ça, qui s'appelle Nout. Et sur son ventre, il y a plein d'étoiles. Et c'est bleuté. Voilà encore une fois comment les maçons se sont appropriés cette symbolique-là pour la mettre dans leur temple. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est néfaste? Je vous rappelle quand même qu'il s'agit de Notre-Dame, la Vierge, que la couleur bleue dans la symbolique a toujours été associée à la Vierge. Blanche quand elle reçoit l'ange Gabriel qui lui annonce sa future maternité, et bleue quand elle règne au ciel. Donc pour moi, encore une fois, que les maçons aient repris ça dans leur voûte, ce qu'ils appellent la voûte étoilée, très bien.
Je vous rappelle aussi, puisque vous me suivez, que cette fameuse voûte étoilée, nous la retrouvons sur le tarot, sur l'arcane 7 d'une part, qui est le chariot. Au-dessus du conducteur de ce chariot ou de ce char, vous avez un dais avec des étoiles sur un fond bleu. C'est la voûte étoilée qui trouvera sa résolution après le 10, donc vers la 17, qui est l'étoile justement. Et que voit-on sur l'étoile? Une femme dénudée, un genou en terre en prière, en train de verser 2 urnes, enfin je vous invite à aller voir, et au-dessus il y a 8 étoiles. Donc de voir en haut de cette cathédrale cette voûte étoilée, je suis désolé, je ne vois absolument rien de négatif dans tout ça. Donc si vous voulez, c'est encore une fois faire des amalgames là où il ne faut pas. Alors, je sais que certains d'entre vous vont penser avec cette vidéo que je suis un défenseur de l'ordre maçonnique, voire un zélateur, un prosélyte, que sais-je. Vous êtes libre de vos pensées, mais sachez-le, peu me chaud, comme on disait, au XVIIIe siècle. Parce que je ne suis pas là, si vous voulez, pour défendre ou pour attaquer, mais simplement pour restaurer un équilibre, une vérité. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on essaye d'apporter des éléments factuels, des éléments tout à fait justes que vous pouvez vérifier, je vous invite à aller vérifier mes dires. Hein. De toute façon, ne surtout pas me croire. Moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis que le messager. Tu vois, c'est mon prénom. Hein. Pascal, c'est le passeur, celui qui passe les informations. Je ne vous demande pas de me croire. D'accord? Mais d'aller vérifier, parce que il y a tellement d'amalgames qui sont faits aujourd'hui, où on cherche un ou plusieurs boucs émissaires. Et dans ce que nous traversons, eh bien, ces sociétés initiatiques, effectivement, ça fait la belle victime. Alors on peut les charger, on peut les affubler de tout un tas de choses. Que n'ai-je entendu justement sur les rituels? Alors, vous savez, les rituels, hein, parce que j'ai creusé la question, eh bien, vous pouvez très bien, tous les rituels maçonniques, du premier degré jusqu'au plus haut degré, donc 33e ou 99e pour Memphis, Misraïm, sont publiés. Vous avez tous les rituels, tout est expliqué, comment ils fonctionnent, etc. Donc, allez les lire. Allez voir par vous-même si effectivement il y a quelque chose de néfaste. Allez voir si, comme certains me l'ont dit, eh bien, soi-disant, on tue je ne sais qui ou je ne sais quoi. Allez le voir, c'est écrit en toutes lettres. Seulement, bien sûr, il y en a à qui j'ai donné ça, qui sont allés vérifier, qui les ont lus, enfin en diagonale, hein, il faut bien le dire, et qui sont revenus vers moi en me disant « Oui, mais ça, c'est parce que c'est ce qu'on montre au public, on sait très bien que derrière tout ça, il y en a d'autres qui ne sont pas du... » Bon, alors écoutez, c'est sans fin. Là, ça devient, après, du fantasme, des affabulations. Alors, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Paris a été occupé, les archives, justement, du Grand Orient ont été saisies par la commandanture. Et il y a un fameux temple, rue Cadet, si je ne me trompe pas, un très très vieux temple en bois qui date de pas mal de temps. Eh bien, il était tellement chargé de symboles justement maçonniques qu'il y a eu un certain, si je ne me trompe pas, Léo Taxil. Ils ont fait une propagande, si vous voulez, anti-maçonnique en travestissant ce temple et en rajoutant des choses qui n'avaient rien à y faire pour faire une propagande et pour ostraciser les maçons qui étaient des vilains pas beaux, hein, forcément, et c'était des complotistes, hein, c'était tout ça. Alors que j'aimerais rappeler à cette occasion-là que c'est parmi les milieux maçonniques parisiens qu'il y a eu le plus grand nombre de résistants. Et ça n'est pas Robert Amblin, notamment, qui est quand même l'un des plus connus ici, renseignez-vous sur Robert Amblin, hein, vous allez voir un petit peu le genre de personnage que c'était. Donc tout ça pour vous dire que moi je veux bien qu'on cherche des boucs émissaires, mais soyons objectifs. Le fait que les maçons soient affairistes, bien sûr je ne peux pas vous dire le contraire. Vous pouvez même en trouver la preuve, il y a ce qu'on appelle des fraternels. Des fraternels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pseudo-obédiences maçonniques qui réunissent des corporations
Donc vous avez la fraternelle des avocats, la fraternelle des assureurs. Bon, et qu'est-ce qu'ils font là? Ben, c'est comme des clubs anglais. Hein. Ils se voient, ils font du business. Tout. Parce qu'ils font partie du même groupe. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que la solidarité humaine, est-ce que l'esprit de corps est quelque chose de néfaste? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la prétention de dire oui ou non. Si vous-même, vous avez des relations et vous souhaitez faire jouer ces relations pour obtenir quelque chose, j'entends, qui soit tout à fait noble et sain, pourquoi, effectivement, être contre cela? Donc, si vous voulez, il y a à l'heure actuelle une dérive. Et comme le fond de mes vidéos, c'est de vous parler de symbolique, c'est de vous parler effectivement de société initiatique, hein, je vous invite à visualiser mes vidéos précédentes, je ne pouvais pas laisser passer un tel tissu d'ineptie. Donc pour moi, Notre-Dame de Paris, c'est une restauration qui a été faite sous l'égide des Compagnons de France. Les Compagnons de France qui sont en fait, on pourrait dire les frères, ou c'est presque l'antichambre des maçons. C'est la même symbolique, tout au moins aux 3 premiers degrés. Les enseignements, enfin, ils appellent ça enseignement, qui dérivent de l'analyse effectivement symbolique, est quasiment la même, à quelques exceptions près. D'accord? Alors, il y a quelque chose aussi, puisque vous m'avez lancé sur ce sujet, et rassurez-vous, je ne serai pas trop long, il y a aussi une scène qui est passé sans doute à côté de la sagacité des personnes qui m'ont sollicité pour avoir mon avis. Vous avez sans doute oublié de voir qu'à un moment, dans la cathédrale, le poudreux s'est vu offrir un petit objet. Ce petit objet, c'est un fil à plomb. Et celui qui lui a donné ce fil à plomb, c'est effectivement un compagnon passant du devoir. C'est-à-dire, on va dire, le chef de ceux qui ont reconstruit le mieux possible. Alors évidemment, ceux qui ont vu ça, parce qu'il y en a quand même qui l'ont vu, qui m'ont dit « Voyez, c'est bien la preuve que ils se font des choses entre eux. » Oui, sauf que vous oubliez quelque chose encore une fois. Parce que c'est fou de voir comment on peut faire des amalgames quand on n'a pas, je dirais, la connaissance qui va avec. Le fil à plomb, c'est un très vieux symbole qui remonte à l'époque de Pythagore, qui a été repris du reste par les compagnons dans un premier temps dans leur Cayenne, puis ensuite par les francs-maçons à leur 2e degré compagnons, si je ne m'abuse. Le fil à plomb, c'est pour symboliser la géométrie. Pythagore disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et pour reconnaître ceux qui avaient percé les arcanes de la géométrie, il transmettait à ce moment-là à l'impétrant ce fil à plomb. Alors vous allez me dire, c'est reconnaître que le poudreux est un type intéressant, pas du tout. Parce que ça, c'est la partie, je dirais, noble du symbole. Mais ça veut dire que quand on donne un fil à plomb à quelqu'un qui n'est pas dans la géométrie, il y a un plomb au bout du fil à plomb pour lui permettre d'être lesté. Qu'est-ce que symbolise effectivement le fil à plomb? Le fil à plomb, c'est la verticalité. C'est ce qui permet de voir si les murs sont bien alignés. C'est ce qui permet de voir également à l'intérieur de soi si les énergies entre le haut et le bas sont bien alignées. Mais le fait qu'il ait donné, qu'il ait offert au poudreux ce fil à plomb, c'est pour lui rappeler que ce fil à plomb, il est toujours attaché, accroché, du reste, chez les compagnons, il est accroché justement au ciel, pour bien montrer cette verticalité, pour bien montrer qu'il y a Dieu au-dessus de ça. Et que, quels que soient ceux qui œuvrent ici-bas, s'ils se détournent du ciel, s'ils ont complètement oublié que tout est dans les mains de Dieu, nous ne sommes que du plomb, nous ne sommes rien. Donc pour moi, le fait que ce compagnon passant du devoir ait offert cela à Macron, c'est de très bon augure pour nous. Parce que nous savons tous qu'il n'est pas digne, et nous savons tous que le plomb est un métal vil qui pèse. Et là, il est en train de lui rappeler la rectitude. Alors, c'est vrai que la rectitude, normalement, est symbolisée par la règle, mais pardonnez-moi ce rapprochement, mais c'est un peu ça. C'est pour
qu'ils se souviennent que Dieu commande. Et l'endroit où il a donné au poudreux ce fil à plomb, c'était en haut, là où ça avait brûlé. Alors pour moi, ça a été tout de suite hautement symbolique tout ça. Donc c'est pour lui rappeler que Dieu est au-dessus de nous. La verticale doit être bien comprise. Et compte tenu de ce qu'il est en train de vivre à l'heure actuelle, je trouve que c'est quand même assez parlant. Donc voilà, si vous voulez, ce que je souhaitais vous dire. Alors maintenant, esthétiquement, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que c'est très moderne, c'est vrai que c'est très épuré. Bon, alors que vous dire un petit peu sur la symbolique aussi, et je terminerai là-dessus, du fameux pavé mosaïque, vous savez, ce dallage noir et blanc. Eh bien, c'est pour montrer la dualité du monde. Hein, c'est comme le yin et le yang, si vous voulez, pour faire simple. Donc, l'homme qui est ordinaire va marcher sur ce pavé en alternant les cases noires et blanches. Il va voir une dualité où les concepts s'opposent. Vous voyez, je vous en avais parlé de passer du binaire au ternaire. Eh bien là, c'est pour montrer que c'est binaire. Par contre, le sage ou l'initié, lui, il sait que c'est un équilibre entre les deux sur le sol, et qu'il convient de marcher sur le fil, c'est-à-dire entre la blanche et la noire, pour avoir une façon d'avancer qui n'est pas, je dirais, soit d'un côté, soit de l'autre, donc de ne pas opposer les contraires. Et c'est très bien que ce soit dans cette cathédrale. Et puis, vous savez, j'écrirai du reste sur Notre-Dame de Paris, alors non pas sur la symbolique, parce que ça a été fait par des esprits tellement avancé que je n'oserais même pas rajouter ma petite pierre à cet édifice-là, mais pour vous parler de la dimension symbolique de l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui est hautement alchimique aussi. Et sachez-le, Hugo était un amoureux de Notre-Dame de Paris. Savez-vous, et ça a disparu aussi, qu'elle a été mutilée plusieurs fois dans l'histoire, Notre-Dame de Paris. Savez-vous qu'avant de monter, d'arriver à l'entrée avec les 3 portails, il y avait 11 marches. Il n'y en a plus de 11 marches. D'accord? Ça, Hugo le déplore. Il y a eu aussi d'autres parties, je vous en parlerai plus en détail parce que c'est hautement symbolique, qui ont disparu à la Révolution et puis un petit peu après. Donc, elle a été mutilée, Notre-Dame. Donc là, elle a été restaurée. Personnellement, je ne vois pas de charge négative. Alors oui, il y en a aussi qui se sont, je terminerai, pardon, ça me revient comme ça. Vous savez, le fameux tableau avec comme un soleil, là, en disant « Oh là là, ça c'est un œil, effectivement, qui nous regarde, c'est l'œil des ténèbres qui nous regarde, etc. » Bon, encore une fois, il faut arrêter. Ce que ça représente, c'est le symbole du soleil. Le Christ, qui est le soleil. Ça ne me choque absolument pas ici. Maintenant, que ce soit moderne, oui, mais il ne faut pas confondre le fond et la forme. Ça n'a absolument rien de néfaste ou négatif. En tout cas, pour moi, dites-moi en commentaire, hein, peut-être que je suis complètement en dehors des clous, hein, c'est fort possible, mais voilà, c'était pour vous dire ça. Alors, en conclusion, évidemment, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la politisation quasi totale de certaines formations maçonniques peut vous laisser croire, et peut laisser croire à un public mal averti, que la franc-maçonnerie se limite à cette seule action. Eh bien, chers amis, il n'en est rien. Sachez que de grandes obédiences et même certaines loges dites sauvages, hein, des loges sauvages, c'est comme pendant l'occupation, des loges qui ne sont rattachées à aucun orient, à aucune obédience. Bon, donc elles sont sauvages, montées par, j'allais dire, monsieur tout le monde. Eh bien, ces loges sauvages sont fermées à ce genre de passion, à cette appétence politique, à ce battage médiatique, à tout ça. Et elles continuent d'observer religieusement ou symboliquement les traditions séculaires de tolérance, d'élévation morale, de spiritualité, qui au XVIIIe siècle lui valurent l'adhésion d'une population cultivée. Et n'oublions pas aussi, regardez un petit peu l'histoire. Il y a eu énormément de bienfaiteurs dans l'ordre maçonnique. Alors bien sûr, il y a eu des dérives, mais pourquoi voir toujours la coupe noire? Allez voir un petit peu la coupe blanche. Il y a eu des hôpitaux construits grâce à eux. Il y a eu aussi des œuvres de bienfaisance
Il y a eu la Résistance également, et non des moindres. Et là, je vous parlais que de Paris avec Robert Amblin, c'est pas le seul, bien évidemment. Il y en a d'autres. Dans le midi de la France, dans la région de Toulouse, évidemment. Toulouse, pays cathare, Résistance, tout ça est lié. Donc si vous voulez, aujourd'hui, cette propension, voire cette volonté de vouloir abattre, de mettre tout le monde dans le même panier, et dire voilà, c'est eux les méchants, etc., etc., moi je veux bien. Ça ne repose sur rien. Encore une fois, les maçons ont pris les symboles. Ils n'en sont pas créateurs, ils en sont dépositaires, c'est très important. Mais renseignez-vous, hein, surtout ne me croyez pas et allez voir. Et ce pavage noir et blanc, ce pavé dit mosaïque, voilà ce que ça veut dire. Et si vous regardez bien d'un point de vue symbolique, c'est comme le ciel, donc avec ce fil à plomb, vient féconder le sol. C'est-à-dire que d'une unité, on devient ici une dualité. Est-ce que c'est négatif ? Je pense que c'est plutôt porteur. Et puis, pour finir, enfin, on ne finira jamais. Si vous prenez le pavement, le pavage de Chartres, et d'autres également, il y a aussi dessus, vous savez, des labyrinthes. Alors, ça aussi, ça va être considéré comme étant négatif, parce que labyrinthe, minotaure, minos, créature de la lune, oh là là, arrêtez. Arrêtez, encore une fois, renseignez-vous sur le labyrinthe, sur Dédale, sur tout ce qui est là, plutôt que de, je dirais, ostraciser en disant ah bah ça aussi c'est encore négatif, c'est sulfureux, c'est encore Lucifer qui vient là. Mais attendez, il y en a qui ont été jusque-là. Donc là, je vous ai donné mon avis. Alors je vais peut-être pas me faire des amis, je vais peut-être perdre effectivement des abonnés, parce qu'ils vont considérer que je suis pro-maçon, ou que je suis, je sais pas, zélateur, VRP de je ne sais quelle idéologie. Je vous l'ai toujours dit, je ne travaille pour personne, sauf pour le grand patron là-haut. C'est tout. C'est ma seule référence. Mais je n'ai rien à, je dirais, représenter, à plébisciter. Les idées que je vous passe, allez vérifier. Même dans mes précédentes vidéos, où je vous ai parlé de Papus, je vous ai parlé des courants martinistes, je vous ai parlé effectivement d'autres obédiences encore, ou d'autres courants de pensée. Ce n'est pas pour vous inciter à adhérer ou que sais-je, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une richesse d'esprit, de moyens de rejoindre la spiritualité, mais si maintenant on en est à faire des amalgames, et puis comme, du reste, ça m'a vraiment rappelé, comme Paris sous l'occupation. Alors moi j'étais pas né bien sûr, mais c'était ça. La première chose, c'était de prendre le nom des maçons, de faire des descentes chez eux, etc. Parce que ces gens-là étaient... Mais que voulaient-ils? Que voulaient en fait les Allemands? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient organisés, parce qu'ils ont une structure qui est très très organisée, et que pour monter des réseaux de résistance, bah forcément, parce que ça fonctionne exactement comme dans une loge. À partir du moment où il y a un ennemi ou quelque chose comme ça, ils communiquent entre eux d'une façon qui leur est propre, et ils ne peuvent pas se faire avoir. Donc ils avaient une capacité à se camoufler, et du reste, c'est ce qui s'est passé, ils ont pris le maquis, tout de suite. Alors il y a un très très beau livre du reste là-dessus, si ça vous intéresse, qui a été écrit par Christian Jacques, le romancier, qui était pour la petite histoire également membre d'une obédience maçonnique, et qui a écrit un petit roman qui est passé un petit peu comme ça sous le boisseau, un peu trop rapidement, qui s'appelle Le Moine et le Vénérable, et qui raconte effectivement une loge sauvage. Ils ont tous été arrêtés, et puis dans un camp, ils continuaient en fait à opérer, à travailler. Donc c'est très émouvant comme document. Vous trouvez ça sur un livre de poche, hein, vous savez, c'est très très ordinaire. Voilà, et quand vous avez lu ce livre-là, ben, vous éviterez, enfin pour certains en tout cas, de faire des amalgames et de vouloir dézinguer des gens qui finalement, bon, ils ont leur façon d'être et de voir. Mais nous sommes tous humains, vous savez, dans tout groupe humain, quel qu'il soit,
Hein, moi, je connais même un club de sport dans lequel il y a des choses bien plus horribles que ce qui est attribué prétendument à ces obédiences, avec des affaires en justice et tout le bazar. Donc, vous voyez, dès qu'il y a un groupe humain, il y a toujours, effectivement, des brebis galeuses. Maintenant, est-ce que tout le troupeau est à abattre? Je ne pense pas. Voilà les amis, en tout cas, ce que je pense alors de cette restauration. La seule chose qui me gêne à titre personnel, c'est la lumière que je trouve trop vive. J'aimerais que ce soit plus dans l'ombre. Donc ces éclairages sont un petit peu trop forts pour moi, parce que j'ai une sensibilité lumineuse, hein, en tout cas, et je trouve que ça fait un peu trop église à l'américaine. Vous savez, ou comme au Canada, c'est trop brillant, c'est trop blanc. J'aime bien que la lumière naturelle vienne féconder un petit peu tout ça pour alimenter les turbines, hein, qui sont là. Voilà les amis, j'ai été très bavard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire et puis j'essaierai de vous répondre. Voilà les amis, merci de votre attention. Nous reprendrons le cours de nos petits exposés la semaine prochaine.